Je n'ai pas encore d'indicatif, je vais bientôt passer ma licence. Et je suis accompagné d'Alexis, donc F4 2IL. Et en fait, on va vous présenter un projet qu'on a fait l'année dernière et qu'on a amené en compétition. Et en fait, c'est une sorte de nanosatellite et ça s'appelle un CanSat. Donc voilà, là c'est un peu croppé, mais c'est une petite image pour annoncer la couleur. Donc sur cette diapo, donc d'abord je vais vous faire une intro sur ce projet. Puis je vais vous parler en fait de qu'est-ce que les CanSat et pourquoi le projet. On va ensuite parler du coup de notre CanSat à nous, donc qu'on a appelé le Poulpisat. On va ensuite vous détailler le lien radio parce que quand même on est dans un salon radio amateur, donc faut ce qu'il faut. Et enfin on conclura. Donc en fait on fait partie d'un club qui est le club robotique de notre école, donc Grenoble INP les Isards. On est basé à Valence. Donc c'est une école qui est basée à Valence et en fait elle forme sur les domaines de l'ingénierie en système embarqué et informatique. Donc l'idée de base en fait c'est d'essayer d'intégrer et de faire une sorte de démonstrateur technique de toutes les technologies qu'on peut retrouver dans le spatial, notamment en fait tout ce qui est satellite pour la transmission de données et aussi tout ce qui est atterrisseur pour les corps étrangers, donc par exemple un atterrisseur sur Mars. Et d'intégrer tout ça du coup dans un volume d'une canette. Et cette canette-là, en fait, d'après les cahiers des charges, doit être lancée d'un ballon. Et en fait, ce ballon est captif et il va de 80 à 150 mètres. C'est nous qui décidons au moment du largage. Donc les cahiers des charges, pour le résumer très très rapidement, il y a deux types. Donc il y a le open class, donc classe ouverte, et le volume maximum c'est une canette de Ku d'un format d'1 litre, donc les canettes de soupe de tomate à peu près, pour un poids maximum d'1 kilo. Et ensuite il y a la classe internationale où là on rentre dans une canette de 33 centilitres pour un poids maximum de 300 grammes. Et les missions sont diverses, il y a donc télémétrie, déploiement mécanique pour notre part. On a aussi du déplacement en l'air ou au sol, enfin on peut faire plein de choses, c'est le but du projet. Donc là, je vais maintenant passer un petit coup sur le C-Space. Donc le C-Space, c'est un événement de à peu près 2 semaines qui se déroule en juillet, en fait, après l'année universitaire. Et le but, en fait, c'est de proposer aux étudiants, du coup, une semaine sur un camp militaire où, en fait, on peut essayer nos projets, que ce soit, du coup, des fusées préparées par des équipes, ou alors nos CanSat. Et donc cette compétition est organisée par le CNES et Planète Science. Donc voilà, on a ici des exemples de mini-fusées. Donc ça, c'est les différents projets qu'il y a sur la campagne de lancement. Il y a les fusées, il y a aussi, alors ça s'appelle le Rocketry Challenge, c'est ça? Où en fait le but, c'est donc une petite fusée très simple, où on met un œuf par-dessus, et le but c'est de la faire partir, et quand elle revient, l'œuf n'est pas cassé. Donc voilà, c'est un petit challenge rigolo à faire aussi durant la semaine. C'est ça. Ensuite, il y a la compétition lycéen. Donc ça, c'est pour les CanSat aussi. Il y a les CanSat lycéens où en fait les professeurs préparent avec les élèves un CanSat et vont du coup durant la semaine le lancer. Et la compétition CanSat à laquelle on a participé. Donc notre projet, le projet Poulpisat, donc c'est ce qu'on voit là. Si jamais tu peux montrer. Donc ça ressemble à ça, où on a du coup parachute, une enveloppe, et ensuite le tout petit module avec les petites LED allumées. Donc pour développer le CanSat, on était 4. Donc il y avait Alexis, qui était au moment de la compétition était en première année, maintenant on est en deuxième année. Et il s'est occupé en fait du lien RF, donc la transmission sans fil, et du coup de la station sol. Ensuite, il y a eu Antoine Dumas, qui est maintenant plus à l'école, il a gradué. Et
il s'est développé de la conception électronique du CANSAT et il était développeur sur l'embarqué, donc sur un microcontrôleur dans le CANSAT. On avait ensuite Samuel, qui est maintenant du coup en deuxième année, et pareil, développeur sur soft embarqué. Puis moi-même, donc j'étais chef d'équipe. Je me suis occupé de la partie mécanique, donc tout l'assemblage du système, et aussi développeur soft, parce que ça nous a pris pas mal de temps. Donc notre CANSAT, je vais vous faire un court descriptif. Donc pareil. On a choisi de concourir en classe internationale parce que 1 litre c'était trop, on s'est mis un peu de challenge. Donc on rentre bien dans 33 centilitres avec l'enveloppe rouge. Donc ici, c'est celle-là. Voilà. Donc l'enveloppe, lorsque tout est plié, ça fait 33 centilitres, un peu moins. On a une autonomie supérieure à 10 heures. Je pense qu'on peut tenir les 24 heures tranquille si on désactive quelques parties. Et on est arrivé à un coût d'environ 150 € par unité. C'était notre objectif, c'était d'être en dessous de 200 € le CANSAT. Et en fait, on en a produit 5 parce que le PCB qui est à l'intérieur, cette partie-là, on l'a fait fabriquer en Chine parce que c'était le moins cher, mais on est obligé du coup de la commander en 5 fois. Donc c'est pour ça qu'on en a fabriqué 5 et ça nous revient à 150 € d'unité. Donc je vais passer un petit coucou pour remercier nos soutiens. Donc oh la vache, bah, l'école, il n'y a plus l'école, mais tant pis. Donc normalement ici il y a Grenoble INP et Zizar, donc c'est notre école qui nous ont généreusement donné des sous pour pouvoir financer le projet. Puis ensuite L6 Design et Sotic qui sont les partenaires du club et qui pareil nous donnent de l'argent et qui nous permet par exemple de faire ces projets-là sans trop se soucier de l'aspect financier. Je vais maintenant vous parler un peu des expériences. Ah oui, c'est toi, non? Bah ouais, c'est toi. Du coup, je vais prendre la suite de la présentation. Je vais vous présenter les différentes expériences qu'on a mis en œuvre au sein de ce CANSAT qui est en train de passer dans les rangs pour que chacun d'entre vous puisse un peu le voir. Du coup, le cahier des charges pour la compétition de Planète Science indique une mission obligatoire qui est l'envoi d'un message lors de la descente. Donc l'idée c'est juste d'envoyer un message, le CANSAT a été largué et puis il est en train de tomber. On s'est dit que c'était quand même beaucoup trop simple, donc on est allé un peu plus loin et on a mis en place une télémétrie complète de l'ensemble des capteurs embarqués sur la carte. Et puis vous verrez la liste un peu plus tard, il y en a un bon paquet. Donc pour ça, on a étudié deux grandes solutions. La première, c'était les modules Zigbee. Sauf qu'on a eu une problématique quand on a voulu faire le PCB, le module faisait la taille du PCB. Donc c'était compliqué. Et on s'est tourné vers une autre solution, c'est un module de chez ST Microelectronics qu'on vous présentera un peu plus tard, le SPS GRF, qui fonctionne sur les bandes libres en 868, comme ça pas besoin d'être radioamateur, et pas de souci là-dessus. Vous avez du coup ici une illustration de ce que peut donner la station Sol lors d'une réception. Donc là c'était sur le vol d'essai lors du C-Space où il a fini sur le goudron sans dommage. La deuxième expérience, c'est une expérience qui est qui est imposée par le cahier des charges, mais qui est libre pour les participants. Donc nous, on a choisi de faire simple en faisant compliqué. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un déploiement mécanique, donc déployer des pieds. Sauf que déployer des pieds, il faut tenir les pieds, et donc finalement, ça a fini en ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire le CANSAT qui, de base, est comme sur l'image, dans son enveloppe. Et puis à une certaine altitude, en l'occurrence ce qui était voulu c'était à 30 mètres du sol, il est séparé de son enveloppe et puis les pieds se déploient pour atterrir droit ou du moins amortir la chute. Donc du coup vous avez la chronologie qui est indiquée là. Donc la première étape c'est la séparation du largueur. La deuxième étape l'ouverture du parachute qui est pour l'anecdote un parachute de radiosonde M10 qui a été recoupé parce qu'il était beaucoup trop grand et qu'on n'était pas du tout dans les clous du cahier des charges. Donc il a été bien raccourci pour pouvoir respecter le cahier des charges.
Et ensuite, du coup, à 30 mètres d'altitude, la séparation du CAN7 et de son enveloppe, et puis le déploiement des pieds pour l'atterrissage. Donc pour ce faire, vous avez du coup des illustrations du CAN7 de base dans son enveloppe, donc dans un volume qui fait 33 centilitres maximum, donc c'est la taille plus ou moins d'une canette. Et la version séparée de son enveloppe, sachant que le CAN7 en lui-même, là, qui est en train de passer dans les rangs, fait 22 centilitres, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement petit. Et donc pour faire ça, on a utilisé un petit moteur pas à pas qui est utilisé pour sortir les appareils photo des téléphones portables de certaines marques, va vous montrer là, voilà. Donc c'est un tout petit moteur qui a l'avantage d'être minuscule. Vous le verrez, il n'y en a pas sur celui que je fais passer, mais il y en a ici si vous voulez voir. Et du coup pour ça on a juste fait un PCB de plus avec le driver pas à pas. Pareil c'est du tout petit aussi. Et celui-là par contre n'a pas été fabriqué en Chine. A été assemblé à la main avec les résistances de 0,402, c'était cool. C'est une bonne après-midi. Et vous avez sur la droite une illustration de l'encoche qui permet de retenir les deux ensemble et de commander via le moteur la séparation des deux ensembles. Et enfin, la troisième expérience qu'on a voulu mettre en place, c'était dans l'objectif de poursuite de projet. Donc les objectifs futurs, c'est de partir sur de la mini-fusée. Et donc sur la mini-fusée, c'est intéressant d'avoir la position de la mini-fusée durant le vol. Donc on a commencé à tester la fusion de capteurs pour déterminer la position angulaire du CAN7 durant la chute, avec un algorithme HRS en l'occurrence. Du coup, pour vous présenter rapidement ce qu'il y a sur la carte de notre CANSAT, on va avoir différents éléments. Tout d'abord une batterie qu'on voit bien parce que c'est la seule truc cylindrique à l'arrière. Un STM32 F4 qui est le cœur de notre système, qui est en fait dans le cadre de nos cours, on développe sous STM32, donc c'était la solution la plus évidente pour nous de continuer sur cette base-là. Et après, on a différents modules. On a un gyroscope, accéléromètre, un baromètre, température, un magnétomètre et un GPS qui sont intégrés sur le dessus. Et puis un slot carte SD pour stocker les données en vol, en plus de l'envoi par radio. Et en plus de ça, au besoin, on a toujours des ports d'extension pour, en l'occurrence, rajouter un moteur, par exemple, ou ce genre de choses au besoin, en fonction des activités qu'on a envie de faire avec. Pour la station sol, ça a été un peu croppé également sur les images. L'idée, c'était de ne pas se compliquer la vie. Donc il y avait deux solutions. Il y avait soit la solution SDR, avec un script type GNU Radio Companion, sauf que j'ai galéré et j'ai pas réussi, donc on a abandonné. Et il y avait la deuxième solution, qui était une solution très simple, c'est comme on a un émetteur-récepteur sur le CANSAT, et on reprend un CANSAT au sol, et ça nous fait une station sol. Donc on lui a juste mis une antenne directive histoire d'être tranquille, et puis on avait notre station sol qui était déjà toute prête. Donc maintenant, alors juste pour la petite anecdote, le CANSAT donc est passé avec les plastiques noirs sur le haut. C'était notre station sol lors du concours, et le CANSAT qui a concouru, c'est celui-là, avec tout le système, celui qu'on a utilisé. Et maintenant, moi, je vais vous parler du SPSGRF. Donc c'est l'émetteur-récepteur qu'on a utilisé sur le CANSAT. Et en fait, ça a été au début, on est tombé là-dessus, on a fait ouais, ça a l'air compliqué quand même, et au final, c'est surpuissant. Donc c'est un petit module qui intègre donc le Spirit One, donc c'est ce qu'on voit là, c'est ce circuit-là. Et en fait, on avait le choix sur plusieurs bandes, et nous, on a choisi d'utiliser celui qui est calibré en 868 MHz pour avoir l'accès libre. Et en fait, cette puce-là gère à peu près tous les modes qu'on peut penser pour facilement mettre en place quelque chose. Donc du FSK, que ce soit classique ou alors avec un filtre gaussien dessus, du MSK et aussi de la gestion d'amplitude,
Donc soit on-off, soit alors un petit peu modulé. Et on a en fait des débits assez impressionnants pour ce que c'est. On peut monter en fait jusqu'à 500 kilobits par seconde, sachant que nous sur la liaison radio, lors de l'utilisation, on était à 38 600 kilobits par seconde et on loupait 0 paquet. Donc ça c'est pas mal. Et on peut donc sortir 11 dBm et ça fait à peu près 20 000 watts si je me trompe pas. Non moins, si c'est ça. 16, 16, 13. Ok. Donc ça émet pas très fort, mais ça suffit largement parce que au final, bah, on n'a pas eu de perte de paquet, donc nickel. Et ça consomme rien en fait, donc si on peut regarder là. Euh, Juste en réception, sans activer la PLL d'émission, bah, on est à 9 mA de consommation. Et en émission, avec du coup la puissance tournée au max, on est à 21 mA. Donc pareil, ça consomme rien en fait. Et le seul inconvénient, c'était que du coup, en fait, on a ce système-là qui est assez cru et il fallait développer donc l'interface réseau pour envoyer des paquets et les recevoir. Et ça a été plutôt sympa à faire, plutôt technique, mais assez sympa. Mais maintenant, je vais vous parler en fait de la puissance en fait, de pourquoi ce module est super puissant et pourquoi il était si pratique. C'est parce qu'en fait, tous les tâches de réception, c'est un peu comme un SDR, donc on a vraiment une entrée en fait en IQ avec un démodulateur classique IQ. Et là, en fait, on pouvait récupérer directement les paquets sur une interface. Et pour l'émission, c'est pareil, c'est juste une PLL avec derrière un amplificateur programmable. Donc on pouvait réussir à faire tout ce qu'on voulait avec. Donc pour la télémétrie, bah, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Donc on avait le CANSAT en l'air avec l'antenne Wolex ici. Et en fait, ensuite le CANSAT au sol avec une antenne attends, ça s'appelle comment? Yagi. Ouais, c'est ça. Une antenne Yagi. Une antenne Yagi, pareil en 868, où bah alors c'est moi qui servais de rotor, donc je traquais le CANSAT pendant la descente. Et c'était, bon bah du coup j'étais un petit robot, mais c'est pas mal. Et donc ça c'est un peu la solution logicielle qu'on a pu faire. Donc les paquets en fait ils avaient cette forme là. Donc d'abord on envoyait le type, donc quel type de paquet c'était, si c'était pour de la donnée GPS ou de la donnée température. Et puis ensuite on remplissait donc ce qu'on appelle le timestamp, c'était pour dire à quelle heure et à quelle surtout millisecondes on a capturé la donnée. Et ensuite la donnée qui suivait sur sur les octets. Et tout ça c'était récupéré au sol avec un petit script Python, poussé dans une base de données qui était lue du coup par Grafana. Et ça, je crois que je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui l'as fait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un protocole et après, on a fait quelque chose qu'on pourrait refaire typiquement avec les radiosondes qu'on reçoit couramment. C'est-à-dire, on récupère les données brutes qu'on pousse dans une base de données et puis qu'on pousse dans Grafana, enfin qu'on récupère dans Grafana pour gérer l'affichage. C'était notre solution de secours parce que c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre. Ça a pris quelques heures grand max, donc c'était le plus simple à faire. Et du coup, vous avez là un exemple. C'est pas un exemple CANSAT, ce coup-ci, c'est bien un exemple radiosonde avec des données enregistrées lors d'un largage, lors d'un envoi d'une radiosonde, avec l'ensemble où il en manque peut-être, avec notamment l'altitude, la température, l'humidité, tout ce qui est le SNR, la batterie, tout ce genre d'informations, qui peut être affiché assez simplement. Donc on a utilisé exactement le même principe pour le CANSAT, et ça a fonctionné parfaitement. C'était même rediffusé en live avec la télémétrie sur le live Twitch de Planète Science. En lien avec ce projet, on peut y rajouter... pour la première, j'ai déjà introduit le sujet. C'est quelque chose qui est quand même relativement semblable à la réception de radiosondes. Et puis après, on peut y lier un certain nombre de projets. Par exemple, à droite, c'est une station de réception, un rotor Satmax V2 qui est en cours de fabrication et qui n'a pas été fabriqué à temps pour le C-Space. C'est la raison pour laquelle il a servi de rotor manuel. Mais voilà, c'est des projets du coup radioamateurs qui sont liés à cette activité-là et qu'on peut développer à côté, quoi.
Et enfin, pour finir, petite aparté sur le club en lui-même et l'activité de radio-amateur. Étant radio-amateur et ayant un enseignant radio-amateur également au sein de l'école, il y a une volonté de développer quelque chose, de développer un intérêt pour les autres étudiants de l'école. Je sais que, par exemple, on avait, donc ça c'est une photo entre l'école et le local du club. J'avais installé un dipôle en V inversé pour 40 mètres qui prenait un peu de place et, et qui a très bien fonctionné. Et pour tous les étudiants qui étaient dans la salle, au final, ils étaient tous à essayer d'écouter les radios amateurs de l'autre bout du monde, à essayer de comprendre ce qui se disait, et ça avait intéressé pas mal de monde. Bon, il se trouve qu'on a installé ça lors de la pause du midi, et sous le local de notre club, il y a un laboratoire de CEM. Et donc, revenu de la pause casse-croûte, les techniciens se sont retrouvés au pied du dipôle, à se demander qu'est-ce que c'était que ce truc-là qui a planté au milieu de la cour pendant le repas. Et du coup, on a pu aussi échanger avec eux sur cette activité-là. Et puis voilà, donc on a un peu fini avec cette présentation du CANSAT. Vous avez ici différentes ressources, les liens utiles vers les présentations CANSAT et CSpace sur le site de Planète Science. Donc CANSAT étudiant ou lycéen. Et enfin, le mail et le Twitter du Club Robotique qui est de moi-même. Voilà. Et je vous laisse, il me semble qu'il y a une question au fond. Ouais. Donc la question c'était sur l'émission, quelle était la largeur de bande ainsi que la modulation. Donc pour des raisons de soucis d'espace de bande, on était en JFSK, ça évite les perturbations. Et sur la puissance, on était au max. Et largeur de bande, on était à, je crois, 25, non? Ouais, en tout cas, notre filtre de réception était à 50 kHz, donc je pense qu'on était à 25, plus un peu sur les côtés, quoi. Donc c'était large, mais ça fait le boulot. On peut vous proposer une petite vidéo qu'il a fait. Peut-être ça résume un peu le projet. J'ai la clé, tiens. Et ça va aussi montrer un peu les résultats, parce que là, vous avez eu le CANSAT, mais comme ça, vous allez pouvoir voir un vol avec la donnée qu'on récupère en temps réel sur un graphique. L'altitude, voilà, tout le sol. C'est un peu la donnée la plus simple à regarder.
and when we trigger the accelerometer because we are a free fall, so we wake up the STM32 or microcontroller, and it going to emit the data and start the mechanical deployment sequence. Donc on est heureux d'accueillir pour ce premier prix, alors quelle équipe encore? Alors c'est le club ESISAT pour Poulpisat. Et on les accueille sur scène et on les applaudit bien sûr.